Bonjour les troisièmes, donc ici Monsieur Crène. Donc premier retour sur ce que vous aviez fait jusqu'ici en histoire-géographie. Ça fait maintenant quelques séances que je vous donne du travail à faire. D'ailleurs à ce propos, avant de parler de ce qui a été fait justement, je vais revenir un petit peu sur la méthode de travail parce que pour certains ça n'a pas l'air extrêmement clair. Alors très simplement, ce que je vous demande en histoire géo, que ce soit pour les 3C ou les 3D, c'est d'aller voir votre cahier de texte dans Pronote. Donc normalement c'est quelque chose que vous devez voir. Je sais pas exactement comment vous la voyez, mais voilà, ça se présente de cette façon-là. Euh, donc, quand on a à chaque séance en fait où on est censé avoir histoire-géographie, je vous mets du travail du travail à réaliser. Alors, il n'y a pas de travail à rendre, c'est du travail pour avancer dans le cours en fait. Donc, vous voyez là, histoire-géographie, c'est présent un petit peu partout. Là, j'ai pris l'exemple des troisième D, mais donc voilà, l'exemple du 23 mars par exemple. Quand je clique là, eh bien, j'ai des liens qui correspondent en fait à ce que je vous demande pour faire sur ce que je vous demande pour faire ce jour-là. Donc, vous n'avez juste, ça ce sera un meilleur exemple, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est ici. Hop. Donc évidemment, il faut les faire dans l'ordre. Là, j'ai pas forcément pris la séance du début, mais voilà. Vous cliquez là-dessus, vous vous retrouvez face à un article où, bah, en fait, je vous donne des explications sur ce qu'il va falloir faire. Je vous mets, là en l'occurrence, ce sont des documents, et je vous mets la consigne et sur ce qu'il faut faire. Ça représente une vingtaine de minutes par jour. D'accord. Il n'y a pas de travail, il y a des liens vers des vidéos, etc. Donc vous devez passer par Pronote ou alors aller directement sur le site comme vous voulez. Mais il faut vous dire à chaque fois que vous auriez dû avoir cours euh, en histoire géo, vous allez avoir quelque chose à faire sur le site. D'accord. Donc je vous conseille moi d'aller sur Pronote et par exemple bah on est jeudi ou on est vendredi. Là aujourd'hui on est vendredi. Bah si j'ai cours en histoire, bah je vais regarder vendredi ce qui a été donné à faire. Je le fais et comme ça vous pouvez attendre bah, le cours suivant, donc le lundi par exemple, ou vous pouvez ou bah ce sera la même chose. Vous allez dans le cahier de texte, vous cliquez sur le lien, c'est d'autres choses qui sont à faire et voilà comment on va fonctionner jusqu'au bout. D'accord. Donc, si encore il y en a qui n'ont pas exactement compris comment il fallait faire, n'hésitez pas à me contacter. D'accord, c'est vraiment important parce que sinon, certains m'ont dit qu'ils n'avaient rien commencé encore. Vous allez prendre énormément de retard parce qu'on est déjà quasiment fini le premier chapitre. Alors justement, je vais reprendre là-dessus. Alors, je vais essayer d'aller vite parce que en fait, il n'y a pas énormément de choses à dire. Je vais essayer de reprendre un petit peu et de vous expliquer quels sont les grands éléments essentiels à retenir de ce chapitre que vous êtes en train de faire. Je sais très bien que c'est pas facile pour vous, mais on va essayer de faire au mieux. Donc, si je vous donne cette démonstration à l'oral, c'est aussi pour vous permettre de se rapprocher le plus possible des conditions du cours. Donc, le thème de géographie que je vous ai dit qu'on allait commencer, c'est pourquoi et comment aménager le territoire français. Alors, si je vous ai dit qu'on allait faire de la géo, je vous avais dit que c'était parce que c'était plus simple que l'histoire et qu'il y a des choses que vous allez retrouver que vous avez déjà vues auparavant. Alors, le premier chapitre, c'est aménager le territoire pour réduire les inégalités. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en France, globalement, le territoire, il est centré autour de Paris. C'est vraiment Paris qui décide de beaucoup de choses. C'est la ville la plus grande et de très très loin. Donc, c'est Paris qui est l'aire urbaine majeure. Et autour, bah, il y a des aires urbaines secondaires, on va dire, qui, du coup, essayent qui ont un rôle, qui ont chacun des rôles un petit peu spécifiques. Ça renvoie à ce qu'on avait vu sur les espaces productifs, rappelez-vous. On avait vu qu'il y avait différents types d'espaces productifs. Eh bien, voilà, les aires urbaines, elles s'intègrent à ces espaces productifs. Sauf que les espaces productifs, ils peuvent aussi, rappelez-vous, être en crise. Et donc, avec ça, finalement, notre idée, c'est de dire comment est-ce qu'on fait pour aménager un territoire pour faire en sorte que les espaces productifs fonctionnent, que les aires urbaines fonctionnent. Tout ça, tout est lié, en fait. On va retrouver des choses qu'on a déjà vues auparavant. Donc, vous voyez pourquoi il faut aménager? Bah parce qu'on a des territoires qui sont inégalement riches. Là, vous pouvez voir la pauvreté par département. Eh bien, vous regardez, la pauvreté, elle est forte dans les départements que vous voyez en rouge, donc plutôt vers le sud ou vers le nord de la France, alors que, par exemple, bah, la proportion de gens relativement pauvres, si on est autour de alors la région parisienne est un petit peu, voilà, mais regardez par exemple le 28, on est dans une région qui est faiblement pauvre. Voilà, c'est pas forcément une région très riche, d'accord, mais
c'est une région où, en tout cas, il y a assez peu d'inégalités. C'est ce qu'on voit ici aussi. Alors, c'est un ancien document, hein, mais c'est important, c'est juste pour vous dire que voilà, en France, on a des territoires dans lesquels il y en a plus de pauvreté que ailleurs. Et l'État, qu'est-ce qu'il doit faire par rapport à ça? Bah, il doit aider ces territoires qui sont en crise, leur donner plus d'argent pour qu'ils puissent se développer et qu'il y ait moins d'inégalités finalement en France. Donc, ça sert à ça, l'aménagement du territoire. Rééquilibrer, en fait, rééquilibrer les richesses, les richesses. Et l'État, il a un rôle important pour ça. Et on va voir comment. Alors, ça, c'est l'introduction, je n'y reviens pas. On a dit qu'il y avait des régions qui étaient plus en difficulté que d'autres. Les inégalités, elles se voient tout le temps. Elles se voient à l'échelle du pays, entre les départements, mais elles se voient aussi à une échelle locale, entre en général des banlieues qui sont ce qu'on appelle en crise. Regardez la banlieue parisienne et notamment 93, beaucoup de HLM, de personnes relativement pauvres. Par contre, vous allez en plein centre-ville de Paris, là, les prix de l'immobilier sont monstrueux. Et donc, ça veut dire que on a des gens qui habitent très peu, qui habitent à 3, 4, 5 kilomètres à vol d'oiseau, et qui pourtant sont extrêmement ont une situation très très différente. Certains sont très riches, certains sont très pauvres. Donc l'objectif c'est aménager le territoire. Comment est-ce qu'on va faire pour essayer d'aménager le territoire pour réduire ces inégalités? Parce qu'un pays qui a des inégalités très fortes, ce n'est pas un pays qui fonctionne bien. Donc pour ça, l'exemple que je vous ai donné en premier lieu, c'est le Louvre-Lens. Alors, vous connaissez, je pense tous le nom, au moins de nom, si ce n'est pour être allé visiter le musée du Louvre qui se situe à Paris. Eh bien, le Louvre avait comme projet d'ouvrir un autre musée dans un territoire en difficulté. Et vous allez me dire pourquoi un musée particulièrement dans un territoire en difficulté? Eh bien parce que c'est un type d'aménagement. Alors les aménagements, vous allez voir qu'il y en a de plein de sortes différentes. Hein. Un aménagement, ça peut être une route, un aéroport, ça peut être une zone commerciale, ça peut être plein de choses. Là, c'est un musée. L'objectif d'un musée, c'est de faire venir les gens. Et en général, c'est de faire venir les touristes. D'accord? Paris, par exemple, c'est une ville qui est très touristique aussi grâce à ses musées. Il n'y a pas que ça, évidemment, mais aussi grâce à ces musées, ce qu'on appelle le tourisme culturel. C'est un petit rappel de quatrième. Donc, ici, si on veut créer un musée, c'est pas pour dire, ah bah oui, là-bas, ils aiment beaucoup l'art. Non, 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 c'est pas pour ça. Le Louvre-Lens, on essaie de le créer. Pourquoi? Parce qu'on a dans l'idée que ça va rapporter de l'argent, des emplois au territoire de Lens. Alors, pourquoi Lens? Eh bien, Lens, c'est ce que je vous demandais, en fait, dans la première séance, c'était finalement pourquoi est-ce qu'on a choisi ce territoire-là? Alors, voilà pourquoi. Troisième plus fort taux de chômage de France. Troisième plus faible taux d'emploi féminin. Bref, je vais pas vous faire toute la liste, mais une industrie en crise dans la région. Et ça, c'est vraiment important. Et on a finalement voilà, le plus important, c'est sûrement ça, c'est-à-dire un énorme taux de chômage en France par rapport à la moyenne. Donc on a un grand taux de chômage. Pourquoi est-ce qu'on va vouloir du coup installer dans cette zone qui a l'air un peu sinistrée? Eh bien justement, pour essayer d'améliorer la situation. Alors, il y a le musée, mais il y a aussi tout ce qu'il va y avoir autour, on va le voir. Donc, ici, je vous demandais justement de faire une petite carte d'identité du Louvre-Lens. Donc, c'est un musée. Son objectif, améliorer la situation du territoire sur lequel il va être installé. Cette localisation du territoire, on est dans le nord de la France, dans ce qu'on appelle le Pas-de-Calais. Quels sont les acteurs qui ont financé le projet? Alors, ça, vous allez voir, on va aller voir les documents qui sont ici. Donc, c'était ce que je vous demandais. Alors, tac, c'était ce que je vous demandais. Donc, je vais par exemple là dans la colonne troisième. Donc, c'était sur celui-là. Donc, ça charge. Donc voilà, on avait l'idée, c'est de dire les acteurs, c'est quoi? Eh ben les acteurs, c'est un mot que vous allez souvent utiliser en géographie. Ce sont ceux qui prennent part aux décisions d'aménagement d'un territoire. Ils jouent un rôle, d'où leur nom, mais sont très variés. Bah oui, si on les appelle les acteurs, c'est parce qu'ils jouent un rôle. Ils peuvent être publics, État, collectivités territoriales, donc ça veut dire région, département, agglomération, commune, ou privés, des entreprises, des habitants. Toutes ces personnes-là, elles sont concertées, elles vont jouer un rôle à un moment. Alors évidemment, les entreprises, ça va peut-être être pour construire. Les habitants, ça va être pour donner leur avis. Est-ce que, selon eux, c'est la bonne méthode, etc., etc. Donc chacun va jouer un rôle. Là, en l'occurrence, ça peut être aussi une entreprise qui va financer parce que le Louvre, c'est une entreprise et avec l'aide de l'État, ils vont construire le lieu. Mais l'État va financer aussi. Alors,
Là, vous aviez 2 vidéos sur l'historique du projet et donc la carte d'identité d'aménagement du territoire. Alors, si on regarde quels sont les acteurs qui ont financé le projet, il fallait regarder ici. Donc, les acteurs qui ont financé le projet, alors c'est pas très gros, mais les acteurs qui ont financé le projet, vous les voyez ici. Le projet, il a surtout été financé par la région, dans le Nord-Pas-de-Calais. Ensuite, par l'Union européenne, à 80, en tout, ça fait 80%. Alors, ce sont des acteurs, ce qu'on appelle publics, ce sont des gens qui vont donner de l'argent parce que ils se disent que c'est un investissement en fait. Leur idée, c'est de dire bah voilà, on va donner de l'argent et ça va peut-être en rapporter beaucoup plus à la région. Et ça, c'est intéressant justement pour ça parce que pour une région, c'est pas bien d'avoir un territoire en crise. C'est ce que je disais, c'est comme pour un État, c'est pas bien d'avoir un territoire en crise non plus. Donc, ceux qui ont financé le projet, il fallait surtout dire la région et l'Union européenne. Sur la zone de l'aménagement, bah auparavant, c'était une mine de charbon. C'est ce que vous voyez ça. C'était une friche industrielle. Donc il y avait en fait des usines qui étaient liées au charbon, hein, l'industrie du charbon à l'époque. Bah évidemment, le charbon, on l'utilise plus et du coup, on a construit le musée à la place de l'ancienne usine qui n'était plus occupée. Atout du territoire. Alors ça, c'est intéressant. C'est pourquoi est-ce qu'on l'a installé là-bas? On l'a pas installé, rappelez-vous, dans les espaces de faible densité où il y a aucun intérêt à aller là-bas. On n'a pas fait ça n'importe comment. On a installé ça à Lens. Lens, l'avantage, c'est que c'est proche de beaucoup de choses. Il y a 100 millions d'habitants dans un rayon de seulement 300 kilomètres. Lens, c'est à côté d'une autoroute, c'est à côté d'une ligne TGV. Quel est l'intérêt? Bah tout simplement, c'est une situation qui est vraiment ce qu'on appelle au cœur de l'Europe. On peut y venir très facilement. Et si on l'a installé là, c'est par hasard, c'est justement parce que c'est une région en crise, certes, mais c'est une région qui a des atouts et qui peut faire venir énormément de personnes. Parce que le but du musée, c'est quand même, faut pas se tromper, hein, le but du musée, c'est quand même de rapporter de l'argent. D'accord? On fait pas l'aménagement juste pour dire, ah bah oui, oh, les pauvres, ils sont pauvres là-bas, donc on va leur donner quelque chose. Non, non, non. L'idée, c'est de dire, on va réussir à faire remonter la région, on va remonter cette zone-là qui est en crise, et ben on va réussir à améliorer sa situation. Et qu'est-ce qui montre que le territoire est en crise? Ça, je l'ai déjà évoqué, le taux de chômage, etc. Vous regardez dans les documents. Là, normalement, il n'y avait pas de souci. Donc, si on reprend le diaporama, je vous avais demandé aussi de remplir ça. Alors, je vais pas revenir plus en détail, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, finalement, c'est pas parce qu'on fait un aménagement que tout va bien se passer. C'est pas comme ça que ça marche. Tout le monde n'est pas forcément satisfait. Il va y avoir des effets positifs, mais des fois, bah, il y a des effets négatifs qu'on n'aura pas imaginés. Des fois, c'est un peu décevant. Voilà, donc il y a pas mal de choses à prendre en compte. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a aménagé d'autres choses à proximité. Alors, qu'est-ce qu'on a aménagé? Eh ben, c'était ce que vous regardiez dans les documents ici. On a aménagé, par exemple, une nouvelle voie pour piétons et vélos avec des arbres. Alors vous allez me dire c'est un peu bizarre. Ben non, parce qu'avant c'était une usine abandonnée, donc c'est toujours bien d'avoir aménagé aussi à côté des voies pour piétons et vélos, etc. Ça embellit la ville, ça donne plus envie aux gens de venir ou de rester en tout cas. Euh, autre autre aménagement construit et ouvert à proximité, le la Louvre-Lens-Vallée, c'est une école de numérique, une école pilote, donc de haute technologie. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait vu sur le Futuroscope. Voilà, en fait, on va construire, c'est un peu comme les espaces productifs. On va pas se contenter d'aménager le Louvre-Lens, mais on va tout simplement, on va véritablement construire des choses autour. On va profiter du fait que le Louvre-Lens soit là et attire du monde pour construire autre chose. De la même façon, d'autres aménagements construits ouverts à proximité. Ici, vous regardiez, implantation de nouvelles enseignes commerciales dans le centre de Lens. Eh ben oui, le musée, ça a fait venir des enseignes commerciales qui étaient pas venues jusqu'ici. Et, ces enseignes commerciales, elles se sont dit, bah oui, il va y avoir de plus en plus de touristes, donc nous, on a tout intérêt à venir ici. Donc, ça a rendu le centre-ville de Lens attirant. D'accord? Donc, c'est finalement tout, voilà, vous voyez toutes les conséquences positives que peut avoir un simple musée, entre guillemets. Juste le nom du Louvre, ça va faire venir énormément de monde et ça a permis de faire construire beaucoup de choses autour et qui profitent aussi aux habitants. C'est pas juste un musée qu'on a posé là et que on laisse tranquille, c'est autre chose, ça va plus loin. Alors,
Un aménagement qui attire des visiteurs au-delà du Pas-de-Calais, ça, il suffisait de regarder ce document-là. On voit qu'en fait, oui, il y a beaucoup de gens du Pas-de-Calais qui viennent, mais il y a aussi beaucoup de touristes qui viennent d'autres régions de France et des touristes étrangers, et notamment les Belges. C'était dit dans la vidéo que je vous avais demandé de regarder. On voyait qu'il y avait énormément de personnes belges, parce qu'on est à la frontière avec la Belgique, et énormément de Belges viennent visiter le Louvre-Lens, et viennent du coup dans les restaurants, dans les bars, etc. Et ça, c'est très intéressant pour les habitants, pour l'économie locale, pour les nouvelles enseignes commerciales qui sont installées, etc., etc. Des effets positifs, les effets positifs, ils sont clairs, ça a rapporté de l'argent. Alors là, il vous suffisait de regarder vous choisissiez, hein, là-dedans, dans le document 3, plus de 600 emplois créés depuis l'ouverture, 84 millions d'euros de retombées financières, 60% des restaurateurs et des hôteliers qui ressentent un impact positif, etc., etc. D'accord? Là, même chose, un impact positif sur les habitants. 80% des habitants éprouvent un sentiment de fierté vis-à-vis du territoire. En fait, le musée a permis aux gens de se rendre. Avant, on disait Lens égale chômage. Maintenant, on dit Lens égale Louvre. Et ça, mine de rien, psychologiquement, c'est très important pour les habitants. Ils ont plus forcément envie de partir parce que le musée a redoré l'image de la ville. Par contre, ça reste malgré tout une déception. Et dans la vidéo, c'était dit justement que oui, il y a eu un impact positif, mais il n'a pas été aussi important que ce qu'avaient espéré les commerçants. Et ça, c'est quelque chose d'important et d'intéressant. C'est que, en fait, on a fait un aménagement, on espérait qu'il change beaucoup de choses, il a changé des choses, mais il n'a pas réglé tous les problèmes. D'accord? Donc, quand on fait un aménagement du territoire, le but, c'est d'être le plus efficace possible, et c'est pas toujours facile. Et là, on voit avec le Louvre-Lens que c'est pas forcément évident. Donc voilà pour le Louvre-Lens. Donc, ce qui est intéressant de voir là-dedans, c'est pourquoi est-ce qu'on construit là-bas. Donc tout ça, je l'ai déjà expliqué. Les aménagements, on fait autre chose qu'un musée, on fait plus qu'un musée, finalement, ça permet de faire autre chose. Et enfin, les effets sur le territoire. Et on voit qu'il y a des effets positifs, mais que c'est pas toujours aussi positif que l'on croit. Alors ça va faire écho à ce que je vais vous dire après, puisque c'était finalement vous vous étiez arrêté là avec cette trace écrite là à noter. Alors ça reprend les acteurs que j'ai expliqué tout à l'heure. Ce schéma, il est vraiment important. J'espère que vous l'avez bien noté parce que c'est vraiment quelque chose d'important pour le coup. Donc, les acteurs, je n'y reviens pas, je l'ai expliqué tout à l'heure. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la trace écrite ici. Aménager le territoire, c'est une nécessité. Pour y parvenir, il faut réussir à faire en sorte que tous les acteurs de l'aménagement soient satisfaits. Sauf que ça arrive très peu souvent. Tout le monde n'est pas satisfait. Et vous avez plein de projets d'aménagement du territoire qui sont régulièrement annulés. C'est ce que je vous ai mis dans les vidéos qu'il fallait regarder dans l'article. Vous aviez l'exemple de 2 aménagements qui pourtant paraissaient alléchants sur le papier. Un aéroport gigantesque pour la ville de Nantes et autrement un énorme centre commercial futuriste, etc. Et pourtant, ce sont des projets qui ne se sont pas faits. Pourquoi? Pour plein de raisons. Parce que les habitants n'étaient pas d'accord, parce qu'on considérait que ça coûtait trop cher par rapport à ce que ça devait faire, parce que l'impact écologique était trop fort, c'est-à-dire que la nature allait trop en souffrir. Donc voilà. Ça, c'est intéressant à voir aussi, c'est que c'est pas parce qu'on veut faire de l'aménagement du territoire qu'on le fait bien. Déjà, première chose, il y a des aménagements qui sont complètement ratés. C'est l'exemple que je vous ai mis dans la 3e vidéo. Alors, je vais vous montrer sur Google Maps un exemple. C'est des fois, on veut faire des aménagements du territoire, mais en fait, on veut aussi le faire parce que ça rapporte de l'argent à des communes, ça rapporte de l'argent à des gens qui sont dans des entreprises, etc. Et par exemple, il y a des fois, on fait des aménagements. Alors, je vais vous montrer. On a fait une autoroute ici là, vous voyez, normalement, il y avait une autoroute qui allait de Bordeaux à Toulouse et une autoroute qui allait de Bayonne à Toulouse. Et en fait, on s'est dit, tiens, si on faisait une autoroute par ici. Alors, les gens disaient, mais pourquoi vous voulez faire ça? Et parce qu'il y a quasiment pas de ville sur le trajet, des autoroutes, il y en a déjà une là, il y a peut-être pas besoin. Eh bien, en fait, on a fait l'autoroute, et on s'est rendu compte qu'en fait, elle était très peu empruntée. Et que du coup, elle avait coûté très cher, mais qu'elle rapportait très peu d'argent. Et qu'elle avait un impact qui n'était pas forcément positif. En plus, qu'est-ce qu'on a fait? On a construit dans une zone forestière, donc on a dû arracher des arbres, etc. Dans ce qui est pourtant un parc naturel. Et donc finalement, on a fait un aménagement du territoire, mais il n'est pas efficace, il n'a pas servi à grand chose, il a coûté beaucoup plus cher qu'il n'a rapporté. Donc ça, c'est vraiment intéressant, c'est de dire
L'aménagement du territoire, il faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment, parce que ça coûte très cher. Que en général, c'est de l'argent public, donc c'est l'argent que les gens donnent via leurs impôts. Et c'est pas parce qu'on fait un aménagement que c'est un bon aménagement. Et notamment aujourd'hui, la vraie question, c'est par rapport à l'environnement. C'est bien de faire des autoroutes partout et des lignes TGV partout, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin? Parce qu'en fait, le problème, c'est les conséquences sur l'environnement aussi. Plus proche de nous, le projet, en ce moment, depuis très longtemps, c'est de faire une autoroute entre Évreux et Chartres. Enfin, même entre, d'ailleurs, si je veux être plus précis, entre Rouen et Chartres. Ici, qui passerait par Dreux. Alors, vous avez des gens qui sont complètement pour, parce que bah ils disent que pour Dreux ça serait super positif, etc. Et il y en a d'autres qui disent non non non. Par exemple, si les gens qui par exemple habitent à Dreux mais travaillent à Chartres, tous les jours ils doivent aller euh, ils doivent payer pour aller de Dreux à Chartres. Bah, ça va leur coûter énormément d'argent. Et puis, est-ce qu'il y a vraiment besoin? Est-ce que le trafic il est si important? Et puis, ça va détruire des champs, voilà. Il y a plein de conséquences comme ça. C'est quelque chose qui va être payant, etc., etc. Donc voilà, il faut toujours se poser la question est-ce que l'aménagement il est vraiment profitable pour tout le monde? Voilà. Donc, on continuera à travailler là-dessus. On a quasiment terminé le chapitre, je vais pas vous le cacher. Ensuite, on passera à aménager, mais non pas la France et le territoire français, mais les espaces ultramarins. Alors, ça ne vous dit pas peut-être pas grand-chose, mais vous verrez, on en reparlera. Allez, j'espère que ça vous aura éclairé en tout cas. Bonne chance pour votre travail. N'hésitez pas à, encore une fois, si vous avez des questions, à les poser via Pronote, via le Discord. Voilà, il y a plein de manières de faire en commentaire de la vidéo. Bref, je vous laisse. Bonne santé à vous, restez chez vous et bonne santé à toute votre famille aussi, je l'espère. Au revoir.